Tu vois, Sacha, il n'y a que les gens de YouTube qui peuvent voir. 7 comme Game 7. C'est les doigts, j'ai repris le signe d'Anthony Edwards. C'est l'intro la plus éclatée de toute l'histoire des CQFR. Je viens de m'en rendre compte. C'est Ça original, c'est semblait stylé, original. mais c'est l'intro la plus éclatée de toute l'histoire des CQFR. Les mecs, les mecs sur Spotify et les plateformes audio, ils vont juste commencer par, tu vois ça. Bref. Tout ça pour dire, on va évidemment parler de la victoire éclatante des Minnesota Timberwolves contre les Denver Nuggets, mais on va commencer par autre chose, Shai. Ouais. On va commencer par le MOOC. On va Oh quand même yeah. se faire un peu d'auto-promo. Très gros MOOC. Vous l'avez peut-être vu hier si vous êtes déjà allé sur Basket Session. Et si vous n'allez pas sur Basket Session, c'est le moment d'aller sur basketsession.com. Le MOOC spécial Defense fait son retour, réédition du MOOC Defense avec une couverture. J'ai pas de mots. Ouais, mais non, mais tu sais, elles sont franchement toujours chaudes, Oui. mais, Non, mais là, celle-là, c'est pareil. Là, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous pouvez pas avoir nos têtes estomaquées, mais c'est pas grave, vous ferez avec. Mais ouais, couverture incroyable sur Ben Wallace, signé Lakshé, celui qui avait déjà illustrateur d'une saison en enfer. Je dis pas de bêtises, c'est bien lui qui a fait la couve. Hein. C'est ça. Ouais, je dis pas de conneries. 304 pages, donc grosse réédition. Hein. Il y a une centaine de pages en plus, avec plein d'articles. Il y a du Rudy Gobert, il y a du Michael Jordan, du Joachim Noah. Pardon, vas-y, je te laisse enchaîner. Non, mais c'était ça, c'est pour les gens qui l'ont déjà, parce que je discutais avec certains d'entre vous hier qui se demandaient est-ce que ça vaut le coup de racheter un MOOC, le MOOC réédité si j'ai déjà le premier. Oui, alors évidemment, nous, on est Plein pas. d'articles qui Voilà, changent. forcément, ça nous intéresse, c'est que vous le rachetiez, c'est logique. Mais il y a plein de choses nouvelles. Même les articles qui étaient déjà dedans ont été retravaillés pour réactualiser. Enfin, je dis ça parce qu'il y en a deux dedans que j'ai dû retravailler pour coller un peu plus à l'actualité. Et on a chacun rajouté des papiers en plus. Il y a plein de contenus en plus de celui qui avait déjà été dans ce MOOC, qui était franchement déjà très cool, qui était l'un de mes préférés. Peut-être parce que c'était l'un des premiers aussi, hein, et là vraiment on a rajouté des trucs, des trucs qui je pense vous plairont et qui valent le coup de prendre cette réédition. Puis Antoine, tu peux peut-être aussi préciser qu'il y a des packages différents évidemment pour cette réédition. Ouais, il y a deux packs. Il y en a un qui est limité d'ailleurs à 500 exemplaires. Il y a une planche de stickers et des cartes à collectionner. Voilà, pour tous les amateurs, ceux qui veulent avoir, comment je pourrais dire ça, des objets de collection presque, au-delà du MOOC. C'est ça. Voilà, c'est disponible. Et il y a même un troisième pack limité à 100 exemplaires où là, en plus des cartes collectionnées et des stickers, il y a aussi une lithographie de la cover qui est absolument incroyable. Ouais. Alors, c'est la cover rouge, celle-là, mais elle est quand même magnifique, elle aussi. C'était une des plus belles, c'était celle du numéro 2, donc c'était le MOOC numéro 2. Pour revenir sur le côté réédition, est-ce que ça vaut le coup? Très franchement, oui. Et bon, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que je suis un faux commercial, quoi. Je ne sais pas vendre les trucs et j'ai pas vocation à le faire, même si évidemment on est un peu obligé dans ce métier, mais très sincèrement, on n'essaye jamais de carotte notre public, nos lecteurs, nos auditeurs. J'ai l'impression que c'est vraiment pas dans nos gènes. Peut-être pour ça qu'on ne vend pas plus, mais on fait le boulot. On a fait le boulot. La réédition, c'est parce que c'est un MOOC qui nous a été beaucoup redemandé. Oui, c'est ça, c'est il était épuisé et qu'on recevait beaucoup de épuisé. messages, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a ressorti, parce que Ça faisait 4 ans. Voilà, 4 ans, il y a beaucoup de gens qui nous le réclamaient, donc voilà, on a exaucé le souhait de certains d'entre vous. Et puis il y a ceux qui n'ont pas, qui ont aussi pas eu l'occasion de l'avoir quand il était encore disponible. Donc là, vous allez avoir la version rafraîchie avec les articles qui étaient déjà dedans avant, plus tous les nouveaux, je le répète, pour parler d'un sujet qui est cool. Alors on fera sans doute un podcast pour revenir dessus plus amplement, mais là, on est à une ère où l'attaque est en vogue, où on parle de records et de cartons offensifs. Bah, nous, c'était déjà le cas quand on avait fait Smoke Défense, et on avait un peu pris le contre-pied pour parler de ce qui est une des valeurs du jeu les plus importantes à nos yeux aussi. Donc voilà, foncez dessus, c'est disponible. Mais regarde ma transition, parce qu'on parle de défense. Et ben moi, je vais te parler de Minnesota, Ouais, la meilleure défense de la ligue, qui a limité hier, accrochez-vous bien, les Nuggets à 70 points. Alors, on était déjà choqués quand ils en avaient mis que 80 dans le Game 2. La victoire de Minnesota 115-170. J'allais dire 115-110, ça semblait plus crédible, mais non. 115-70, 45 points d'écart. Ouais. Shai, je ne comprends plus cette série. Alors,
que Minnesota gagne, non, ça c'est pas surprenant. On l'a dit, de toute façon, tout le monde sait que ça fait des jours qu'on répète, ça va être une série serrée, ça peut aller en 7, le game, tout ça, c'est vraiment pas le problème. C'est de gagner de cette manière après en avoir perdu 3 de suite. Je me souviens dans le CQFR, l'autre fois, on disait qu'il va falloir être très fort mentalement pour se relever. Mais là, c'est une rouste. Et du coup, quand je dis que cette série est de plus en plus bizarre, c'est que j'ai du mal à capter comment les champions en titre perdent un Game 6 de cette manière. Ils ont été complètement dominés. Minnesota a fait le match parfait. Mais énorme victoire de Minnesota contre Denver. Et Minnesota a retrouvé la magie qui était un peu perdue. Parce que c'était magique les deux premiers matchs en défense, tout le monde l'a constaté, ça faisait partie des prestations défensives les plus impressionnantes depuis très longtemps en NBA, je trouve, sur une série de playoffs. La magie s'était un peu perdue sur les deux derniers matchs, alors c'était aussi à cause des Nuggets qui avaient haussé leur niveau de jeu. Là on l'a retrouvé, le niveau défensif des Wolves sur ce match, il était incroyable. On peut toujours dire que Denver a déjoué, a pas été à la hauteur du rendez-vous, c'est vrai. Il y a eu des joueurs qui sont passés à côté. Mais la défense des Wolves encore, enfin, c'est fou, 70 points. Et même l'écart au score, il n'y a jamais un champion NBA qui avait perdu un match de playoff de plus de 36 points. Un champion NBA sortant, évidemment. Pardon. Et les Nuggets ont battu ce record, ils ont été surpassés, ils ont été Il y a même eu 50 points d'écart par moment dans le ouais, match. c'est complètement fou. Et ils ont été totalement, éteints. Et les Wolves n'ont jamais tremblé. Plus 19 à la pause, et après ils ont accéléré. Denver a jamais pu réagir. Ils n'ont pas eu à se... Alors, j'allais dire, ils n'ont pas eu à se fatiguer, vu l'écart de points, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais défendre à cette intensité, c'est quand même éreintant. Mais ouais, ils ont été incroyables. On a retrouvé Jaden McDaniels en défense. Ce mec, il est complètement taré, hein. Enfin, Ouais. sur le plan défensif, d'ailleurs, Anthony Edwards en a parlé après, il dit c'est notre facteur X. Sur le plan défensif, on parle souvent de ses qualités là chez lui, c'est un incroyable défenseur, hyper polyvalent. Mais quand il met ses 20 points avec, ça change tout pour Minnesota. Ouais, bah, c'est comme l'autre fois, on avait expliqué pour Derrick Jones Jr., Ouais. tu vois, du côté de Dallas, sur le fait que bah, le Thunder laisse Jones Jr. tout seul. Les Nuggets, pareil, ils ont décidé qui va nous tuer, c'est Jaden McDaniels. Mm. Il était maladroit sur cette série en attaque. Et là, il met 8 sur 10. Pareil, il est tout seul, il est grand ouvert dans le corner. C'est la stratégie des Nuggets. Quand il fait payer, bah, ça lance Minnesota. Parce que ce qui est fou, c'est Denver a commencé sur un 9-2. Denver menait Mhm. 9-2 au bout de 4 minutes. Et derrière, ils ne marquent plus un panier. Ah ouais, Ils c'est prennent un étonnant. 20-0. Ils prennent un 20-0. Et c'est Jaden McDaniels qui a relancé. Donc, quand on pourrait se dire, ouais, bah, sur 45 points, c'est pas 3 paniers de McDaniels qui font la différence. Mais c'est le moment, en fait. C'est le timing. McDaniels, il commence à mettre son premier 3 points et un dunk, je crois, et peut-être derrière, il en met un autre de 3 points, je ne me souviens plus. Sur ce qu'il lance, en fait, ce run de 20-0, et ça change tout. La foule, il y a une ambiance à Minnesota. Normalement, sur League Pass, c'est un peu atténué, tu sais, le bruit des supporters. Ah, on l'entendait bien là, je trouve, hein. Là, on les entend Ouais. à fond, quoi. Donc, j'imagine même pas ce que c'est dans la salle. Et ouais, il y avait une intensité défensive exceptionnelle. La stratégie défensive n'a pas changé des masses, hein. Il y a un peu plus de prise à deux sur Jokic, mais c'est toujours Kat qui est sur Jokic, Gobert qui est sur Gordon. Et ça me permet de parler de Gobert qui a été beaucoup critiqué. Alors, il a pris 8 points, 14 rebonds. On a entendu un peu tout sur ouais, voilà, il ne peut pas défendre sur Jokic, c'est pas normal, etc. J'ai juste une chose. Alors là, Gordon, il fait 12 points, 8 rebonds, 4 passes. On pourrait croire qu'il fait un bon match. Il ne fait pas un mauvais match. Mais en fait, Gobert, il a complètement éteint l'apport de. Enfin, ça a été le facteur X sur Gordon en défense. Et Gordon est le facteur X. Désolé, je me perds dans mon raisonnement. Gordon est le facteur X des Nuggets sur cette série. Jokic, tu peux lui mettre qui tu veux en face. Ça change rien. Une pierre, Mutombo, Gobert, peu importe, il va mettre ses points. Le facteur X, c'est Gordon. Faut absolument limiter Gordon. Et Gobert, il a limité Gordon. Et Gordon, il n'avait pas le même impact. Il n'avait pas du tout le même impact. Et ça change beaucoup de choses pour l'attaque des Nuggets. Totalement. Gordon, c'est le mec qui a fait basculer, qui a permis aux Nuggets de revenir, en plus du talent incroyable de Jokic, hein, mais on en a parlé sur les derniers matchs. Sa manière de faciliter le jeu, sa connexion avec Jokic, c'était exceptionnel et il était absolument parfait sur les derniers matchs. Et là, ce choix d'essayer de le limiter, ça a payé. Ça a clairement payé, tu l'as dit. Les Nuggets, en plus d'être euh, en difficulté dans le jeu, ils ont pas réussi à retrouver leur connexion des matchs précédents et ça a permis à Minnesota de petit à petit prendre le large. Et là où j'ai été déçu de Denver, c'est pas tellement. Parce que, ok, ils ont été battus dans l'intensité et tout ça, mais je pensais qu'à un moment, ils arriveraient
à relever la tête et qu'on verrait plus ce qu'on a vu au match 2 là, où c'était la pire prestation des Nuggets sous Jokic, je pense. Et on a revu là une équipe incapable de réagir mentalement, de se faire un peu violence. Alors est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est bon? Allez, on est à Minnesota, on a confiance en nous pour le game set à la maison. Mais c'est un peu triste de voir une équipe lâchée comme ça. Et c'est ce qui avait poussé plein de gens à penser que les Wolves allaient gagner la série sans trop de problèmes. J'avais même lu des gens parler de sweep potentiel Ouais, après les deux Barclay premiers parlait matchs. dessus, ouais. Ouais, donc c'est un peu dommage de voir les Nuggets autant sur courant alternatif. Après, il y a la fatigue des 3 victoires de suite. Tu l'avais dit, c'est très très dur de gagner 3 matchs de suite dans une série. Et on peut comprendre qu'il y ait un petit relâchement qui est moins de facilité à être bon, Mais- mais là, pas autant, quoi. et ben moi, pardon, je vais amener le débat sur autre chose. Mm. Denver peut gagner cette série. Denver va peut-être gagner cette série. Mais honnêtement, Shai, tu vois une équipe faire ça 2 fois dans la même série. Mm. Tu penses vraiment que cette équipe elle va être championne? Il y a une fatigue liée à la saison dernière qui est évidente. Murray, là, il est encore catastrophique. Ah, 4 oui, sur on n'a pas 18, dit ce il match. s'est fait mal au coude pour le coup, lui. Ouais. Première action du match. Hein. Mais derrière, il est cata. Enfin, il est cata. Il n'a pas de chance aussi, parce qu'il y a quelques tirs qui sortent, qui roulent autour du cercle et qui sortent. Et bah, du coup, il finit à 4 sur 18. Mm. Mais on a, tu vois, d'un coup, tu en as 2 ou 3 qui rentrent et ça fait 6 ou 7 sur 18. C'est pas fameux, mais c'est déjà un peu mieux, tu vois. Mais ouais, il n'y a pas de banc. Regarde encore une fois, il y a 0 banc. Les mecs, malgré le fait qu'il y a du garbage time, qu'il y a une ouverture totale du banc, ils mettent que 9 points en Ouais, ouais, ça. cumulé. Mm. Cette équipe qui a donc été limitée à 70 et 80 points, avec toute la concurrence qu'il y a, tu te dis encore que là, ces Nuggets-là, ils seront champions? Bah. Oui, oui, je peux l'envisager parce qu'en face, l'équipe qui va sortir de la série OKC Dallas va être fatiguée aussi, hein. Non, mais par contre, t'as Ouais, mais elle raison. n'a pas joué le titre l'an dernier, quoi. T'as Tu vois ce raison, que t'as je veux dire? raison. Non, C'est pas la mais même fatigue. je suis d'accord dans le sens où je m'attendais pas à voir les Nuggets autant sur courant alternatif. Donc oui, oui, c'est pas quelque chose qui me rassure pour le titre, c'est sûr. Quand tu te dis qu'en face, s'ils arrivent jusqu'en finale NBA, ils vont tomber contre une équipe qui aura probablement pas eu à lutter autant, qui sera fraîche physiquement. Oui, je comprends le motif d'inquiétude, c'est sûr. Et pour revenir sur le banc, c'est fou parce que même c'est ce qui m'a choqué. Je voulais en parler, tu m'as devancé. Ils prennent 29-9 dans le dernier quart-temps. Donc même quand Malone a ouvert le Avec un banc 24-0. avec un 24-0, donc même quand il y a eu les Strother, Brown et compagnie, tu peux te dire, bon allez, sur l'enthousiasme, ils vont réduire un peu l'écart et tu finis pas à plus 45. Et même là ça n'a pas été. Et les Wolves, même quand eux-mêmes ont ouvert un peu leur banc, leur ont pas laissé de répit. Franchement, j'étais un peu choqué je suis encore un peu choqué de ce match. Presque comme j'avais été choqué par le match 2, où pareil, ils les avaient limités un peu moins, hein, mais là, bref, c'était fou. Et bon, d'un côté, je suis quand même content parce que ça va nous donner un match 7. Il n'y a rien de mieux qu'un match 7 pour une série. Surtout entre deux équipes comme Voilà, je ça. suis pas partisan d'une équipe ou l'autre. Moi, j'ai mis Denver aller au bout, mais j'ai pas d'attache particulière avec Denver. Donc, si tu me dis Minnesota passe en 7, je dirais que c'est incroyable et que faudra les féliciter. Mais je suis surtout excité de voir ce que ça va donner le match 7 à Denver. Ouais, t'as raison, mais de toute façon, ça va être un match qui s'annonce épique. Et de toute façon, à 3-3, c'est un match, donc là, tout peut se passer. Il y a pas, c'est pas parce que tu as perdu de 45 points le match 6 que tu n'es forcément pas en position de gagner le game set. Je pense que les Nuggets, ils connaissent le chemin, ils sont déjà passés par là, ils savent bien que ça sera un match totalement différent. Les Timberwolves ont l'air de savoir aussi que ça sera un match totalement différent. Apparemment, Chris Finch a dit à ses joueurs que faut avoir la mémoire courte en playoff. C'est pas parce que tu perds de 30 points que nécessairement tu es vaincu. C'est pas parce que tu gagnes de 30 points que. Enfin voilà, il y a cette notion de. Voilà, le match d'après, tout peut revenir à zéro, entre guillemets. Ouais. Et là, pour le coup, c'est le cas, vu qu'il y a égalité. Un petit truc sur Jokic. Son adresse à 3 points sur ses playoffs. C'est un point, je pense, important. Alors, évidemment, sur un match, peut-être qu'ils vont en mettre 4 ou 5 dans le game set et ça donnera l'impression que d'un coup, tout va mieux. Mais il y a une vraie maladresse à 3 points depuis le début des playoffs du côté de Nikola Jokic. Il est que à 27% de réussite à 3 points. On entend souvent, Jokic, il peut tirer à 3 points, il peut mettre des 3 points en plus d'être comme Hakim. Tu vois, il sait tout faire et il peut mettre des 3 points. Mais c'est pas tout à fait vrai quand même. C'est pas tout à fait vrai. Il a un point faible, il est à 27% en quand même 4 tentatives par match, donc c'est pas comme s'il n'en prenait pas. Et il est même à 24% contre les Timberwolves. Et clairement, on le voit, les Minnesota, que Jokic tire à 3 points, ça leur pose vraiment pas de problème, quoi. Il y a cette volonté de se dire, OK, du moment que tu nous taffes pas dans la raquette et que tu n'es pas en train de mettre tout le monde en rythme, si tu prends tes 3 points, il n'y a pas de souci, on vit avec.
Ça a Et été un pour peu le coup, sauvé. ça paye. Il a, comment dire, t'as raison de le souligner parce qu'il a été un peu sauvé par le panier à 3 points, le step back qu'il met devant Rudy sur le match 5. Je sais plus. Euh, Tu sais, à 3 minutes de la fin, il fait step oui, back à mais 3 c'est sur points. le 6, c'est sur le dernier, oui, Oui, c'est sur le celui dernier, qui voilà. gagne. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, ah, Sur attends, le 5, pardon, sur le 5. Oui, 5, t'as raison, voilà. c'est le 5. Oui, oui. Même à 3 points, même à 3 points, il sanctionne et tout bon. Donc oui, mais c'est intéressant cette maladresse. C'est une tactique à exploiter pour Minnesota de toute façon, c'est sûr. Enfin, ça montre qu'en tout cas, il a quand même un point faible. Mais il a un point faible sur ses. En fait, après, c'est la vérité de ses playoffs. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, il est à 46% à 3 points, en fait. Ce qui est insane, Ouais. tu vois. Et ça explique aussi beaucoup le parcours de l'an dernier. C'est qu'effectivement, tu peux rien faire. L'an dernier, il n'y a pas de point faible, tu vois. Il est magistral. Mm. Là, avec la fatigue, il s'est quand même beaucoup employé, même par moment en saison régulière. Il s'est beaucoup employé sur le premier tour des playoffs parce qu'il y a moins de bancs, parce que Murray était blessé, parce que tu vois, il y a des petits bobos. Donc là, avec la fatigue, ça peut expliquer un peu le slump. Euh, Après, voilà, je l'ai dit, peut-être qu'il mettra 4 paniers à 3 points dans le game set et que d'un coup, on se dira il est injouable. Mais non, il y a une vraie maladresse à 3 points sur ces playoffs. La différence entre le 46% et le 27%, Ah, bah, ça explique des Nuggets qui d'un coup sont beaucoup plus à la limite, quoi. Ouais, c'est clair. Faut voir. C'est totalement le genre de joueur qui est capable sur un game set. On l'a Ouais, vu. Je veux dire, quand tu regardes l'historique de Jokic en playoff, c'est une des superstars les plus. En tout plus cas, fiable. depuis qu'il est vraiment, qu'il est devenu une superstar et que Denver est une équipe qui compte en playoff, c'est un des mecs les plus fiables. Tu sais que sur les matchs chauds, il est là et on l'a encore plus vu l'an dernier. Donc je me fais pas trop de soucis pour le Jokic game set. Ouais. C'est plus les autres qui vont devoir être. Voilà, c'est Jamal Murray peut pas shooter à 3 sur 18 ou 4 sur 18 dans le game set et les autres doivent retrouver l'apport qu'ils ont eu sur la série de 3 matchs qu'ils ont remporté. Sinon, Minnesota va passer et Minnesota est tout à fait prêt à passer. C'est une équipe décomplexée qui croit en elle et dans tous les cas, je redis ce qu'on a déjà dit. C'est-à-dire que même si Minnesota perd en 7, c'est hyper prometteur. Tout ce qu'on est en train de voir, ce qu'on a vu, il y a une marge de progression, mais ce qu'on a vu est déjà extrêmement prometteur. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. En tout cas, super série. On a hâte de regarder ce game set. On va enchaîner peut-être avec les Jeux Olympiques, Ouais, avec l'équipe de France. La liste a été annoncée hier. Tu y étais ouais, d'ailleurs, Shai. ouais. Par Vincent Collet. Est-ce que tu veux que je donne la liste et après je te laisse la parole sur Ouais, comment ça s'est ouais, passé? vas-y, je veux On bien. peut en discuter ensemble. J'ai pas la liste sous les yeux, mais oui, vas-y. Yes. Alors, je vais donner d'abord les meneurs parce qu'il a pris pas mal de meneurs. Donc, c'est une liste élargie. On a 19 joueurs. On a 19 joueurs. Il y en a 7 qui seront coupés. Il y aura de la concurrence. Ça, Vincent Collet a prévenu. On va mettre tout le monde en concurrence sur les camps d'entraînement, sur les matchs amicaux. Donc, les meneurs, Andrew Albici, qui fait son retour, vétéran de l'équipe de France, Mathieu Stratzel, Théo Malénon, Kylian Hayes, Franck Nilikina. Pour ce qui est les postes 2, 3, alors j'ai mis Nando De Colo dedans. Nando De Colo, Evan Fournier, Bilal Koulibaly, qui débute, Nicolas Batum, Isaac Cordigné, Eli Okobo, Ousmane Dieng et Nadir Rifi de Paris. Et pour les intérieurs, où il y a quand même moins de concurrence, on ne va pas se mentir, Gershon Yabusele, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Vincent Poirier, Mathias Le Seur et Jalen Horde. Alors moi je le compte en intérieur là, j'ai pris la liste de l'équipe. Tu peux, c'est en arrière ailier. C'est un poste Ouais, 4 maintenant. Ouais. Voilà, poste 4. Et voilà, donc pas de Moustapha Fall, pas de Sylvain Francisco. Allez, je te laisse parler. Ouais, les gens s'en moqueront peut-être un peu parce que. Mais oui, l'absence de Sylvain Francisco m'a un peu chagriné parce que je trouve qu'il avait été un petit rayon de soleil dans le fiasco au dernier mondial. La justification m'a pas non plus ultra convaincu, mais ça c'est. Alors c'était quoi? Moi ça m'intrigue, je sais pas Ça ce qu'il t'intrigue dit. Ouais. On lui a posé la question et il a dit que c'était. Alors, il y a des raisons qui sont ce qu'il appelle les raisons extrasportives. C'est, je sais pas si c'est de la vie de groupe ou machin. Ça, il s'est plutôt bien intégré quand il a été dans le groupe. Il a clairement dit c'est une question de gabarit. Une question de gabarit parce que l'équipe de France va affronter des équipes de plus en plus grandes à ses yeux et il pense que son gabarit, sa taille, le fait de lui un joueur plus dispensable. Alors je suis pas d'accord parce que c'est un joueur qui joue au-dessus de sa taille, c'est un joueur très explosif, très athlétique et qu'il y a d'autres joueurs qui sont pas d'un gabarit infiniment supérieur à Sylvain Francisco. Mais bon, voilà, je suis pas impartial sur le sujet. Tu sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis très très longtemps. Et c'est pas probablement pas sa présence ou son absence qui va faire que la France va décrocher une médaille ou non. Mais c'était un des trucs qui m'ont un peu déçu. Sinon, à la lecture de la liste que tu as énoncée, bon, le secteur intérieur, il fait flipper. Hein. Le niveau est énorme, ça c'est top.
Et j'en profite pour dire que je suis super content pour Jalen Horde, qui a fait une très bonne saison en Israël et qui avait déjà été bon en NBA, même si ça avait été un peu anonyme. Je pense pas qu'il passera le cut, mais déjà sa présence me fait plaisir. Et pour le reste, ce qui est intéressant, c'est le trio des arrières NBA qui n'ont plus de club. Malédon, Hayes, Malédon, Hayes et Nilikina. Nilikina. Pour Franck Nilikina, c'est un peu différent parce que il a déjà fait des campagnes avec l'équipe de France. Ouais. On a vu ce qu'il apportait. Il a la défense, même l'adresse qu'il a pas en NBA, il l'a en équipe de France. C'est plus voilà, l'interrogation, c'est Kylian Hayes, Théo Malédon, surtout Hayes parce que Malédon a déjà fait partie du groupe. C'est mon interrogation. Est-ce que le manque de temps de jeu qu'il a eu récemment va pas le desservir là pour essayer de se faire une place? Parce que sinon, sur le papier, il a le playmaking, il a la défense. Faudra voir. Là, on a 19 noms, ça fait qu'il y aura 7 coupés. Je sais pas, je sais pas exactement dans quel sens ils veulent aller. Vincent Collet a dit que personne n'avait à l'exception des cadres évidemment, mais personne n'avait de place attribuée. On sait qu'il y en a qui seront là à tous les coups. Bien sûr, il y a l'intrigue, il y a la grosse interrogation sur Nando De Colo, parce que donc il est blessé, ils savent pas s'il sera revenu à temps, mais ils veulent quand même lui donner une chance d'être prêt. S'il est jugé prêt physiquement, il sera là. Si il y a le moindre doute, ils se passeront sans doute de lui parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un joueur qui est diminué à ce point dans le groupe. Donc c'est un peu les enseignements. Cette inquiétude face à la taille des autres équipes, elle a été très présente, je trouve, dans le discours de Vincent Collet, un peu de Boris Dio aussi. Ouais. Il a cité les équipes. Clairement, le Canada, ça l'a marqué. Il a dit on voit les meneurs arrière de grande taille. Ce qu'il considère être de taille supérieure à des joueurs comme Francisco ou Albici qui fait son retour d'ailleurs, mais qui a un profil plus défensif. C'est clairement une considération et je pense que la France veut jouer très grand à ces JO. J'ai l'impression, moi c'est ça aussi qui ressort pour moi de la liste, c'est cette volonté de jouer très athlétique et de défendre très fort en fait, et de s'inspirer peut-être même justement du Canada. Le Canada, alors pas offensivement, mais le Canada ou même les États-Unis, on sait qu'on a des joueurs très athlétiques. On n'a pas forcément l'ADN d'une équipe européenne par rapport à d'autres formations avec un collectif très bien huilé. Certaines formations européennes qui tirent beaucoup à 3 points, très offensifs, beaucoup de passes, etc. C'est pas forcément notre jeu. Nous, on se rapproche plus, pendant longtemps, on se rapprochait de Team USA à ce niveau-là. Forte défense, jeu de transition. Le Canada est un peu dans le même moule. Alors, eux, ils ont chez Gilgeous-Alexander. Les Américains, ils ont toujours forcément une superstar. Nous, maintenant, ce sera Victor Wembanyama. C'est pas un extérieur, mais on aura aussi un joueur autour de quel articuler l'attaque. Parce que je suis persuadé que ça sera articulé déjà, évidemment, autour de Victor Wembanyama. Même si c'est que sa première campagne et que c'est pas là où il portera... Je pense que Wembanyama, comme Parker en son temps, va avoir besoin d'une campagne... de chauffe, d'adaptation, même s'il sera à mon avis très fort. Mais bref, tout ça pour dire que oui, je pense que là, l'envie, c'est vraiment de défendre comme des maniaques et d'essayer de mettre, si l'adversaire met moins de 55 points ou moins de 60 points, c'est là que la France, elle va gagner, quoi. T'as Wembanyama, Gobert dans la raquette. Collet a d'ailleurs précisé qu'il voyait quand même Wembanyama comme un 5. Je pense qu'il va faire démarrer les deux ensemble et que derrière, il y aura Yabusele qui va vite rentrer, qu'il y aura du turnover sur ces trucs-là. Gobert et Wembanyama ne seront pas toujours ensemble. Mais et pour Francisco, pour moi, c'est quand même l'absent de la liste. Je t'avoue que j'étais un peu surpris. J'en ai même parlé avec mon. Il fait une super saison à Munich. Il a fait une super saison. Il est contacté par des clubs d'un niveau encore supérieur au Bayern. Donc. C'était une des rares satisfactions, voire la seule satisfaction de la Coupe du Monde. Je comprends. Il y a un moment, il fallait mettre Kylian Hayes dans cette liste. Faut le tester. C'est ce que d'ailleurs les supporters réclament toujours. Ça fait un moment, on veut voir Kylian Hayes, c'est lui notre meneur. On va voir qu'est-ce que ça donne Kylian Hayes. On va voir ce que ça donne pour lui, et même lui va pouvoir se tester. C'est intéressant. Je pense que c'est bien qu'il y ait Kylian Hayes dans cette liste. Franck Nilikina, comme tu l'as dit, je pense que c'est un membre à part. C'est un cadre du groupe. Tu vois, il est là, il a sa place, même qu'il n'ait pas de club, c'est normal. Malédon et Strazel, j'étais un peu surpris, mais effectivement, il y a une histoire de gabarit. Et au final, le rôle de. Collet adore Strazel, soit dit en passant. Il en a reparlé, il a dit qu'il avait adoré sa saison, même son intensité défensive. En fait, j'ai l'impression qu'il ne veut pas revivre, et je peux le comprendre, il ne veut pas revivre le mondial avec, où ça manquait d'énergie, ça manquait de. Où on a eu l'impression que les joueurs avaient parfois pas envie. Il veut des mecs qui courent, qui sautent, qui défendent fort. Donc ça là-dessus, je peux comprendre, il n'y a pas de souci.
Ouais, au final, le rôle de Francisco, celui de joker offensif, c'est un rôle que Malédon peut assumer s'il est en forme. Ou Nadir C'est un Rifi. rôle Ou Nadir que Rifi, ouais. Nadir Rifi peut assumer. Je ne sais pas si Nadir Rifi passera le Mm. cut, mais c'est un rôle qu'il peut assumer. C'est un rôle qu'Eli Okobo est censé assumer lui aussi. Bon, ça n'a pas marché en équipe de France, mais voilà, on sait que ça reste un joueur Ouais, c'est un très très bon joueur. fort. Donc voilà, c'est une liste intéressante. Il y a beaucoup de talent. Ça me laisse la porte ouverte avant qu'on parle des filles. On va faire un peu plus long aujourd'hui que d'habitude. Il y a eu une tentative de faire venir Mike James. Je ne Ouais, sais pas si tu as suivi ça. ouais, bien sûr. Mais quelque part, le couac Joel Embiid a joué des tours en fait à l'équipe de France vis-à-vis de Mike James. Je ne sais pas si tu veux que j'en dise plus là-dessus, mais en gros, le fait que déjà, Embiid, pendant longtemps, ils ont vraiment cru que ça serait Embiid. Embiid, apparemment, leur a vraiment mis à l'envers, entre guillemets. Il a vraiment dit qu'il serait là. Ouais. Et du coup, pendant le temps, il n'y avait pas de place pour un deuxième naturalisé, donc ils n'ont pas approché Mike James. Et au moment où Embiid a fait faux bond, c'était court en temps. Ils ont réfléchi à Mike James, c'est un cadre de la fédération qui a confié ça à l'équipe. Ils y ont pensé. Ils ne l'ont pas contacté directement, mais lui, il en a quand même entendu parler. C'est lui-même qui le dit. Mais voilà, il y avait un temps très court et l'échec Embiid, ça laissait penser que ça aurait été compliqué de reconvaincre, de se dire non, mais même sur un temps court, regardez, vous inquiétez pas, on n'a pas eu ce mec-là, mais on va avoir cet autre américain. Donc voilà, donc pas de Mike James en meneur de l'équipe de France. Ouais. Moi, honnêtement, enfin, tu connais mon point de vue sur le sujet, je suis très content. Enfin, très content. Peut-être qu'avec Mike James, on aurait gagné une médaille à coup sûr, j'en sais rien. C'est un excellent joueur, c'est le meilleur joueur d'Euroleague. Hein. Il a été élu meilleur joueur de l'Euroleague, donc Ouais, MVP. Ouais. c'est un excellent joueur. La France, c'est pas un pays où la culture de la naturalisation, c'est une habitude sportive, j'entends. Moi, je suis content qu'ils aillent, entre guillemets, à la guerre avec le vivier qui est le vivier de l'équipe de France. Ça veut pas dire que. Voilà, on a vu même les Espagnols qui ont quand même une culture basket incroyable. Ils se sont mis à naturaliser des joueurs qui n'avaient aucun lien avec eux. Moi, je suis content qu'ils essayent, qu'ils essayent d'y aller comme ça. Même si c'est à cause d'échecs avec Embiid et que James aurait peut-être pu venir aussi. Je suis assez content que malgré aussi le déficit au poste de meneur, ou en tout cas les interrogations, parce que Thomas Hurtel n'est pas là, hein, ça on va pas en reparler, mais la question a été rapidement balayée hier quand ça a été posé à Vincent Collet et à Boris Dio. Je suis content parce que voilà, j'aime pas les naturalisations sportives. Mike James maintenant a un petit lien avec la France parce qu'il joue à Monaco, mais c'est pas moi Oui, c'est pas une facette du basket international que j'aime bien les naturalisations. Donc quand il y a un tant soit peu un lien, j'étais déjà pas trop pour la naturalisation sportive d'Embiid parce qu'en dehors du fait qu'il vienne d'un pays francophone, il n'y avait pas tellement de lien. Je veux dire, il avait jamais joué en France, il n'a pas été formé en France. C'est pas pour faire le conservateur patriote à tout prix. Hein. Vraiment, je suis aux antipodes de ça. Mais je suis content qu'on utilise le vivier qu'il y a et qu'on gagne ou qu'on perde avec les forces qu'on a formées, tout simplement. Voilà. non, mais je te comprends et je te rejoins la plupart du temps. C'était une hypothèse sexy dans le sens où c'est un bon joueur, mais moi je suis assez d'accord que sur l'idée, non pas que ça me gêne plus que ça, hein, si on fait venir des Mm. naturalisés, hein, Quand t'es un ça pays, dépend évidemment du cas par cas. non mais voilà, non mais si t'es un pays qui a pas un énorme vivier de basket, je comprends. Je veux dire que la Macédoine ou qu'ils aient le droit de naturaliser un Américain, à la Mm. limite, je comprends ça. Et puis ça fait décoller peut-être parfois le basket dans l'intérêt pour le basket dans un pays, mais bon, la France, bon, voilà, bref, Ouais, on à va nous de passer. former des meneurs, quoi. Bah oui, après c'est un sujet, c'est un sujet à débat. On en reparlera peut-être un jour, mais voilà, moi je suis pas mécontent. Et s'il avait été là, c'est comme Embiid. S'il avait été là, je l'aurais encouragé et j'aurais pas fait le mec aigri. Hein, mais il est pas là, et ça me va très bien. Allez, on peut enchaîner avec la liste des filles. Ouais, Il y a une absente de marque, c'est Sandrine Gruda, joueuse emblématique de l'équipe de France, ouais. qui est pas dans la liste. Je vais donner la liste. Donc Marine Fautou, Marine Johannes, Romane Berniès, Carla Laïté, comment tu dis ça, Light? C'est Leite apparemment. Moi, Late. je pensais que c'était Leite comme les Brésiliens et les Portugais, mais visiblement Il on n'y a dit pas l'accent. Carla Leite. Ouais. Leila Lacan, Marie, pardon, Sarah Michel, Gabi Williams, Valériane Ayaï, Janelle Salin, la sœur de Tidjane Salin, Marie-Paul Fopossi, Minia Touré, Iliana Rupert, Alexia Chéry, Mariem Badian, pardon, Anna Tadic et Dominique Malonga. Donc Ouais. ça, c'est la liste des 18 bleus. Donc il y aura 6 joueuses coupées
et donc pas de Sandrine Gruda dans les 18 pour des raisons sportives, d'après Jean-Aimé Toupane. Ouais, alors pendant qu'on parlait, j'ai vu des news commencer à sortir. Je crois que sur Basket Europe, il y a une interview de Sandrine Gruda. J'attendais hier un peu de savoir comment elle l'avait vécu, à quel point elle était impliquée dans cette décision ou non. Bon, visiblement, elle est sous le choc, donc je pense que c'était pas trop de son fait. Hein. C'est pas elle qui a dit non, bah ok, pas de souci, j'y viens pas. Hier, quand on leur a posé la question, Jean-Aimé Toupane et Céline Dumerc ont dit que c'était pour des raisons sportives. Alors, ça peut s'entendre, hein, c'est-à-dire depuis qu'elle est à Lasvel, elle a souvent été blessée, un peu moins performante par la force des choses. Mais je trouve ça quand même très très dur. C'est très très dur parce que elle a donné 15 ans à l'équipe de France, c'est la meilleure marqueuse de l'histoire. Je pense qu'elle était. C'est les JO à C'est les Paris, JO à quoi. Paris. On l'a interviewée sur la chaîne il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Elle se faisait une joie de faire ces jeux-là. Je dis pas qu'elle devait forcément avoir une place indéboulonnable ou quoi que ce soit dans le 5 ou machin, mais je pense qu'il y avait quand même un monde où il y avait moyen, surtout avec la liste qui est là, il y avait moyen de l'intégrer. Après, il y a de la politique interne qu'on ne connaît pas et ça Non, mais m'attriste moi, juste. Voilà, la gestion de l'équipe de France féminine me fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve ça très dur pour elle. C'est les JO en France. Mm. C'est les JO à Paris. Ouais, Tu vois, mais au pire, tu la prends, elle joue pas. Mais tu vois, juste. Après, je sais, ça peut paraître bizarre de se dire ça. Si du coup tu rejoins le sportif, tu te dis, mais pourquoi tu prends quelqu'un, tu sais que tu vas pas forcément la faire jouer. Et encore, elle peut jouer, mais juste, t'en fais pas une joueuse majeure. Quand tu as dit, oui, c'est peut-être un peu triste pour des joueuses plus jeunes qui du coup ont peut-être leur place à l'intérieur à la place de Sandrine Gruda, mais je trouve ça rude, quoi. Je veux dire, je pense qu'à aucun moment. Je sais qu'il n'est pas encore assuré d'être dans l'équipe, mais Nicolas Batum, bon, c'est différent, il joue encore en NBA, il est encore bon à Sixers et tout, mais il n'y a aucun moment où Collet, il va pas le prendre, tu vois. ouais. Et C'est après, il y a d'autres points. sa dernière compète, il va le prendre. C'est pour ça que je sais pas à quel point. Et il faudra que je lise l'interview et tout ce que chacun dira à ce sujet, mais euh, il se peut aussi que. Enfin, je vois déjà certains dire que ces déclarations après la dernière compétition où elle avait clairement Ouais. remis en cause tout le monde de la tête de la Fédé jusqu'au coaching et que ça a été mal Eh perçu. ben, oui, j'allais dire, ils ont l'air d'être un peu rancuniers, non Dumerc et Toupane à chaque fois, tu sais. On a vu le cas avec les joueuses qui voulaient aller en WNBA. Hein. On a vu avec Marine Johannes, Gabby Williams, ça a été compliqué aussi. Bon, on verra. Là, pour l'instant, c'est pareil. Alors, c'est très triste parce que c'est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. J'aurais aimé la voir sortir différemment. Peut-être que si elle avait arrêté avant, il n'y aurait pas eu la question. Mais comment lui demander d'arrêter avant quand tu as la perspective de Jeux Olympiques Donc, si tu veux, en termes de niveau sportif pur et dur, ok, c'est pas la Sandrine Gruda, elle n'est pas à son meilleur niveau. Certes, elle a pris de l'âge, elle est un peu plus souvent blessée, mais ce que tu as dit est vrai. Je pense qu'elle pouvait être inclue dans le groupe. C'est pour ça que je sais pas à quel point c'est de la politique interne. Est-ce qu'ils voulaient pas l'avoir dans un groupe où elle est pas titulaire? C'est très compliqué. On va attendre de voir ce que chacun a à dire sur le sujet. Et puis, mais ça reste triste parce que en termes de niveau pur et dur, le reste des intérieurs qu'on va lancer, il y a des joueuses qui sont bonnes, mais moins fortes que Sandrine Gruda de mon point de vue. Voilà. Et juste, alors après évidemment, nous on n'a pas toutes les cartes en main, Mm. donc pour ce qui est de l'interne, donc c'est vrai que je dis que l'équipe de France, ça m'énerve la manière dont elle est gérée, mais j'ai évidemment pas toutes les cartes en main, j'ai quoi, j'ai même pas une carte, tu vois, j'ai un bout de papier, quoi, donc évidemment, mais juste quand même, je te lis la quote de Céline Dumerc qui a été rapportée par l'équipe, parce que la quote, elle m'agace, je vais pas te mentir, elle m'agace. Sandrine est irremplaçable. Oui. Avec le maillot bleu, elle était à 300%. Elle était exemplaire dans le travail. Est-ce que c'est pas exactement ce que tu veux comme mentor de ton groupe? Bref, irremplaçable, hein, ça commence par ça. Une nana que t'as pas pris, elle est irremplaçable. Ça a peut-être été l'une des premières joueuses françaises. Bon, ça on s'en fout. Ouais, qui voulait être la numéro 1 mondiale. Ouais, la numéro 1. Ouais. On ne remplacera pas Sandrine. On ne remplacera pas Sandrine. Alors pourquoi on la prend pas? Mais on fera différemment. C'était une killeuse. C'était l'une des seules capables de donner 2-3 coups de coude. C'est un choix. Tu es obligé de faire avec, de peser le pour et le contre avec une vue d'ensemble. On verra au bout si les choix étaient bons. Oh. Ouais, c'est très. Ça me gonfle. C'est pour ça que je sais pas. En fait, Toupane a commencé à dire qu'il l'avait rencontré, qu'ils avaient eu une discussion et tout ça. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils disent je lui ai proposé d'être dans le groupe, mais plus en tant que mentor que joueuse majeure. Si elle a refusé ça, là, je m'attendais à ça, mais visiblement, là, je vais lire l'interview après, on regardera, mais c'est pas ce qui a l'air d'avoir été le cas. Elle était sous le choc, elle s'attendait pas à ne pas être appelée, donc ouais, il sera bien temps. On va laisser passer la compète. On va pas. Malheureusement, c'est comme ça. Là, elle n'y est pas et j'en suis attristé. On va laisser la chance aux joueuses qui sont là de prouver que effectivement
l'équipe de France peut décrocher une médaille sans Sandrine Gruda dans le groupe. Mais voilà, c'est juste, je trouve ça juste triste, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on a fait très long, mais on va Mhm. quand même encore parler d'un Ouais. dernier petit sujet en bref. On va pas l'aborder autant que ce que je pensais. C'est sur Cleveland. Voilà, je referme la page équipe de France. On gardera ça pour une late session peut-être. Ouais. Cleveland qui a été éliminé au deuxième tour des playoffs. Donc, ce qui est quand même une performance plutôt correcte pour les Cavs. Ils passent un tour de plus. C'est la première fois qu'ils gagnent une série depuis 93 sans LeBron James. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer parce qu'il y a Donovan Mitchell, il y a des rumeurs autour de Donovan Mitchell. Son contrat arrive à expiration. Enfin, il peut tester le marché en 2025, donc dans un an. Donc, théoriquement, il est potentiellement à un an de la fin de son contrat. Donc, il peut signer une extension et s'il ne la signe pas, peut y avoir éventuellement les Cavs, ça peut être un signe comme on a intérêt de le trader, il va se barrer. Il y a ça, il y a l'avenir de Bickerstaff et du coup, il y a l'avenir d'autres joueurs comme Jarrett Allen et Darius Garland. Tout est un peu en suspens du côté de Cleveland. Oui, c'est un beau bazar. On savait que Bickerstaff, bon, son cas va être étudié pendant l'été. Il y en a qui veulent changer de coach pour passer un cap, ce que je peux comprendre. Et là, du coup, c'est autour de Mitchell, ça peut vite faire effet domino. Lui a démenti le fait qu'il était mécontent, parce que les bruits de couloir disent qu'il est mécontent, que certains joueurs n'ont pas été au niveau en termes d'éthique de travail, de professionnalisme et machin. Il a tout de suite tweeté pour dire que c'était des conneries. Bon, de toute façon, il n'allait pas dire oui, c'est vrai. J'imagine bien. Euh, C'est tous des cons. tous des cons. Et derrière, par contre, on a déjà des rumeurs sur Darius Garland, effectivement, qui a été décevant pendant cette saison et ses playoffs, même s'il y a des blessures qui peuvent expliquer ça. Jarrett Allen, il y a le cas de Jarrett Allen où il se dit que certains dans la franchise seraient mécontents qu'il n'ait pas accepté de subir des infiltrations pour pouvoir jouer quand même malgré sa blessure. Bon, ça, je trouve ça un peu. Enfin, demander à un mec de se charger pour être en mesure de jouer et peut-être prendre des risques pour sa carrière après. Je suis pas fan du concept, hein, mais bon, toujours est-il qu'il y a des rumeurs. C'est un joueur qui a de la valeur et qui sera très certainement demandé s'il est disponible sur le trading block. Donc ça peut beaucoup bouger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à Cleveland. Ça va dépendre aussi de Donovan Mitchell. Est-ce que lui va faire la demande de trade? On sait qu'il y aura des équipes intéressées. Je pense qu'une équipe comme Miami, par exemple, va repointer le bout de son nez si elle sent qu'il y a une ouverture. Darius Garland, les Lakers aussi. Darius Garland, c'est un joueur c'est quand même un All-Star. C'est un joueur qui a été certes un peu décevant cette saison, mais il y a quand même du potentiel. Et c'est peut-être aussi le fit avec Mitchell qui n'est pas idéal. Jarrett Allen, c'est un super intérieur. Cleveland a plein de questions à se poser. Il y a plein de dossiers à aborder. Et je pense que ça va être une des équipes les plus intéressantes à suivre pendant l'intersaison, justement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ouais, et Mitchell, tu as raison, est le premier domino parce qu'en fait, tout dépend de s'il signe une extension ou non. Même notamment pour Garland, ce qui est intéressant avec les rumeurs pour Garland, c'est qu'elles sont particulières autour de les Cavs aimeraient transférer Garland. C'est Garland pourrait demander son trade si Mitchell est prolongé. C'est pour ça que tout dépend finalement de Mitchell. Et Garland, il faut savoir qu'il est représenté par Rich Paul de Clutch Sport. Alors, ça peut permettre de faire évidemment un rapprochement avec les Lakers, mais pas seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rich Paul, c'est un homme extrêmement influent à Cleveland, auprès de la franchise. Forcément, c'était l'agent de LeBron James, donc c'est un peu... il a été à un moment le boss de la franchise d'une certaine manière. Et je pense que si Rich Paul il dit aux Cavs, bah non, vous allez transférer mon client s'il vous plaît, malgré sa jeunesse, si Mitchell est conservé, il y a peut-être moyen qu'effectivement, si Garland a vraiment envie de se barrer, que les Cavs écoutent Rich Paul, voilà, qui a, comme je le répète, une influence forte auprès dans l'Ohio, à Cleveland, auprès des Cavs, etc. Et Garland pourrait peut-être trouver un nouveau point de chute. Je pense que ça aurait du sens. J'ai l'impression que le fit, il n'est pas bon. Pas juste à cause de l'attaque, le fait que Garland peut moins s'exprimer, mais déjà parce que c'est trop petit en défense d'avoir les deux. Et pour une question de fit aussi, bah, effectivement, Allen, on a vu que Mobley était plus à l'aise en 5, offensivement parlant en tout cas. Donc, pareil, comme tu l'as dit, c'est un très bon intérieur. Il y a des assets à aller récupérer en échange de Jarrett Allen. Donc, peut y avoir un effectif qui est reconstruit autour de Mitchell, Mobley, Mitchell qui signerait une extension, un nouveau coach. Voilà, des joueurs de complément qui vont bien avec ces gars-là. Je pense à un poste 4 fuyant. Max Strus est très intéressant. Peut-être un mec capable de bien défendre autour de Mitchell, un arrière capable de bien défendre, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à voir du côté de Cleveland. Tu as tout à fait raison. On va s'arrêter là, mais de toute façon, on se retrouve demain pour le 6e CQFR de la semaine. Je vous rappelle, le MOOC est disponible en précommande. Il y a plusieurs packs. Il y a des packs en édition limitée. Donc, allez jeter un œil. C'est vraiment des beaux objets.
Vous pouvez aussi tout retrouver, tout est disponible sur basketsession.com, c'est là que tout se passe, c'est un site qui, je le redis une fois de plus, a vertu maintenant à vraiment faire participer la communauté. Rien qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a demandé des conseils sur des programmes d'entraînement. Donc voilà, si vous êtes dans la même situation ou si vous êtes coach et que vous voulez partager cette passion, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site basketsession.com, à participer. Voilà, avec la communauté, on commence à être un certain nombre, donc ça peut être, vous êtes toujours les bienvenus. Et nous, on va donc se retrouver demain, comme je le disais, pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond justement à vos questions. Yes. Ciao à tous. Ciao, bonne journée.